Voilà, eh bien, comme promis, je vous retrouve pour des vidéos en différé qui vont nous permettre de terminer notre cours de droit pénal, ou en tout cas de combler le vide jusqu'à notre dernier cours en présentiel, donc où nous pourrons éventuellement dialoguer. Je vous rappelle que ce dernier cours a été fixé à la date du 10. Je vérifie quand même ce que j'aurais dû faire avant de brancher l'enregistrement. C'est bien le 10 dans l'après-midi, donc le jeudi 10 à 14 heures, où nous aurons notre dernier cours en présentiel de droit pénal. Donc ce dernier cours en présentiel, il est important, même si les questions que nous aborderons à ce dernier cours ne seront pas au programme de l'examen, parce qu'il n'y a pas assez de temps entre ce dernier cours et la date du 14 qui est celle retenue pour l'examen. Mais ce dernier cours sera important parce que ce sera le dernier moment où nous serons en présentiel et où donc vous pourrez poser des questions si vous le voulez. Et moi-même, je vous donnerai bien sûr quelques ultimes conseils en vue de l'examen. Donc retenez bien cette date du 10 décembre à 14 heures pour un dernier cours en présentiel. Mais avant cela, je vais vous donner l'équivalent d'une séance complète, c'est-à-dire l'équivalent de 3 heures. Mais pour des raisons techniques que vous connaissez bien, les difficultés que j'ai à mettre ces enregistrements vidéo à votre disposition, je découperai ces séances en 4 petits morceaux d'entre une demi-heure et 3/4 d'heure, de façon à ce que ce soit facilement mettable à votre disposition via ma chaîne YouTube, parce que je n'ai pas encore trouvé de moyens assez réactifs pour cela. Voilà, donc j'enregistre ça ce samedi matin. Je pense que vous pourrez l'avoir en ligne, la première vidéo, dans la fin de la journée. Et puis ainsi de suite, vous aurez les 3 ou 4 vraisemblablement, petits morceaux que je numéroterai pour ne pas vous perdre. Voilà. Alors, dans cette première séance, mon projet est de raccrocher les wagons. Je vous rappelle que nous en étions à examiner le chapitre 3 de la première sous-partie de la première partie qui traite de l'élément moral. Nous l'avions quasiment fini, mais je vais vous dire quelques mots encore dessus. Et puis, je passerai ensuite à la seconde sous-partie de la première partie. Vous allez voir, après, tout s'enchaîne beaucoup plus rapidement, dans lesquelles je traiterai de la classification des infractions. Je verrai aujourd'hui la summa divisio, et puis dans la vidéo d'après, je verrai les autres distinctions avec les infractions de droit commun, les infractions politiques, les infractions militaires, les infractions de terrorisme, les infractions fiscales et les infractions douanières, ce qui est évidemment, comme vous le comprenez je pense bien dès maintenant, ce qui est une autre façon de classifier les infractions, de classer les infractions, une façon autre que la summa divisio, celle qui divise les infractions entre crimes, délits et contraventions. Vous avez, comme nous le verrons, finalement 2 façons de classer les infractions. D'une part, la classification principale qui englobe toutes les infractions en crimes, délits et contraventions. Et puis, d'autre part, nous avons des classifications complémentaires qui distinguent des infractions de droit commun une série d'infractions avec des régimes plus ou moins spécifiques, donc infractions politiques, infractions militaires, infractions de terrorisme, infractions douanières et infractions fiscales. Voilà. Mais pour l'instant, je voulais terminer avec vous pendant quelques instants, reprendre et terminer le chapitre 3 sur l'élément moral. Alors, je vous avais dit que l'élément moral, c'est pas ce que nous traitons là dans l'élément légal de l'infraction, pardon, ce que nous traitons dans les éléments constitutifs de l'infraction, avec l'élément moral, nous n'achevons pas la question avec ça, parce qu'évidemment, comme vous le comprenez bien, l'élément moral, il a très à voir avec le délinquant. Lorsqu'on parlait de l'élément légal, bon, c'est quelque chose d'extérieur qui renvoie au législateur, au pouvoir réglementaire, au code, etc. Et donc, lorsque nous parlons de l'élément moral, ne rentre pas en ligne de compte ou ne devrait pas rentrer en ligne de compte le délinquant. Avec l'élément matériel, eh bien là encore, l'élément matériel, il est extérieur au délinquant. C'est le fameux fait
générateur de l'infraction. Avec l'élément moral, évidemment, nous rentrons dans la psychologie du délinquant. Et pour cette raison, évidemment, les développements relatifs à l'élément moral se trouvent logés ici, dans l'étude des éléments constitutifs de l'infraction, mais bien sûr, dès la vidéo suivante, nous allons le rencontrer lorsque nous verrons la deuxième partie qui traite du délinquant. Elle se traite rapidement, mais il y a quand même un ensemble important qui traite exclusivement du délinquant. Voilà, alors les développements relatifs à l'élément moral, ils se trouvent logés, divisés, si vous voulez, en deux passages. Premièrement, à ce stade des choses, dans notre première partie sur les éléments constitutifs de l'infraction, eh bien, nous voyons sur l'infraction, eh bien, nous voyons quelques généralités sur l'élément moral, et puis bien évidemment, nous en verrons d'autres lorsque nous étudierons plus spécifiquement le délinquant. Voilà, alors, vous aviez vu évidemment que le chapitre 3 comporte deux sections, sur l'élément moral comporte deux sections, la première sur le dol pénal et la seconde sur la faute pénale. Alors il faut bien comprendre la distinction entre ces deux aspects. Ce qu'on appelle le dol pénal, c'est précisément l'intention. C'est la règle fondamentale selon laquelle il ne peut pas y avoir d'infraction s'il n'y a pas la volonté de la commettre. Nous avions dit déjà la dernière fois que c'est absolument, enfin en principe, absolument incontournable qu'il y ait une intention pour qu'il y ait une infraction. Normalement, si vous commettez une infraction, si vous commettez un fait matériel qui normalement débouche sur une qualification, mais que vous n'aviez pas l'intention de le commettre, eh bien, il n'y a pas d'infraction. Il y a peut-être une responsabilité civile, mais il n'y a pas une infraction. Imaginez que lors de nos cours en présence, lorsque nous nous voyons, emporté par mon élan, je tombe de l'amphi et je tombe sur un d'entre vous, que j'écrase de tout mon poids et je lui occasionne des violences, des blessures, voire plus, tellement mon poids est important. Je plaisante évidemment, mais imaginez que je n'ai évidemment pas l'intention de le commettre. Ça pourrait arriver, bien évidemment, si j'avais dans l'amphi une tête de Turc que je décide de supprimer, et que pour cela, je me jette de tout mon poids sur lui pour l'écraser et l'étouffer, si on établit que j'ai eu vraiment la volonté de le faire parce que je détestais cet étudiant, ce qui n'est jamais arrivé, parce que je détestais cet étudiant, j'aurais eu l'intention de commettre, au moyen de mon propre corps, transformé en arme, de commettre l'infraction. Mais, je vous l'assure, là, si une chose aussi terrible devait arriver, eh bien, ça serait uniquement involontaire. Je n'avais pas l'intention d'écraser quelqu'un de mon poids. Et donc, évidemment, à ce moment-là, on pourrait établir très facilement que je n'avais pas l'intention de le faire, et donc qu'il n'y a pas infraction, normalement. Donc, il faut une intention, en principe. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas d'infraction. C'est aussi simple que ça. Pour prendre un autre exemple encore plus clair, supposez que par inadvertance, je m'empare de votre ordinateur pour donner un exemple ou pour montrer une image ou un plan, etc. Et puis je parte avec. Il y a bien une soustraction. Je vous ai pris l'ordinateur pour le montrer, etc. Et puis je suis parti avec, alors que je n'en suis pas propriétaire. Il y a bien une soustraction qui est théoriquement frauduleuse, mais il n'y a quand même pas de vol parce que je n'avais pas l'intention de vous voler. J'avais si peu l'intention de vous voler que, arrivé dans le couloir, je me rends compte que j'ai votre ordinateur et je retourne vers vous en vous disant « Excusez-moi, j'ai emporté par erreur votre ordinateur. » Donc, à aucun moment, il n'y a intention de voler votre ordinateur et donc, comme il n'y a pas d'intention, les deux autres éléments qui, eux, par contre, sont constitués, l'élément légal, ça c'est vrai qu'il y a soustraction frauduleuse, il y a vol dès qu'il y a soustraction frauduleuse, et puis l'élément matériel, c'est vrai que je vous ai bien soustrait votre ordinateur sans vous demander votre avis et je suis parti avec. Mais il n'y avait pas intention de le faire. Là, tout tombe bien dans mon exemple parce que je m'en suis aperçu à temps et je vous l'ai ramené. Mais si j'étais parti et rentré chez moi et que vous déposiez une plainte pour vol de l'ordinateur, et quand on arriverait chez moi pour voir l'ordinateur, je dirais c'est l'ordinateur de l'étudiant. Je ne pouvais pas le savoir parce que, regardez, il semble tout à fait au mien et le mien, il était enfermé dans l'armoire, donc je croyais parfaitement que c'était le mien.
vous avez compris le problème, il faut une intention. Curieusement, comme nous l'avions dit aussi, hein, je raccroche les wagons, curieusement, cette intention criminelle, en droit pénal, on l'appelle le dol. Voilà, l'intention de commettre l'infraction. Ce qu'on appelle le dol pénal, c'est l'intention de commettre l'infraction. Alors, vous allez me dire, et vous aurez raison, que c'est pas très très malin, c'est même carrément ballot, d'avoir donné à l'intention en matière pénale le même nom que ce qu'on donne en droit civil à un vice du consentement. Je pense que vous avez déjà étudié ça en droit civil, hein, le dol, c'est-à-dire la volonté de léser quelqu'un, est un vice du consentement. Voilà. Et évidemment, le dol civil, il peut avoir comme conséquence l'annulation du contrat en question, par vice du consentement, hein, et puis évidemment un droit à réparation civile si vous avez subi un préjudice du fait de ce vice du consentement. Mais ce dol civil n'a au fond pas grand-chose à voir, hein, avec le dol pénal. Bien sûr, dans l'un et l'autre cas, il y a quand même une intention de vous avoir, hein, en quelque sorte. Mais vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. La conséquence du dol civil, c'est un vice du consentement et éventuellement, à condition de prouver un préjudice, un lien de causalité, etc., un droit à réparation. Tandis que dans le dol pénal, eh bien, c'est évidemment la réalisation d'une infraction avec les conséquences judiciaires, répressives que ça va avoir. Hein. Vous pourrez être poursuivi pour cette infraction. Voilà. Donc le dol pénal, c'est l'intention. Et l'intention, c'est évidemment la conscience de commettre, et la volonté donc de commettre cette infraction. Voilà, il faut donc bien comprendre ce qu'est le dol pénal, et bien comprendre également que normalement, mais évidemment, vous le savez, on va voir quelques exceptions aussitôt après, normalement, eh bien, il doit y avoir cette infraction pour qu'il y ait, pardon, cette intention, ce dol pénal, pour qu'il y ait une infraction. Il faut certes un élément légal, parce que si rien n'est puni par une loi prévue et puni par une loi, ben, il n'y aura jamais d'infraction. Il faut un fait matériel, puisque comme nous l'avons dit, tout ce qui se passe dans notre tête ne peut jamais donner matière à infraction, même si vous rêvez de commettre un crime avec acte de barbarie, etc., eh ben, c'est un rêve, c'est une intention, mais ça ne deviendra jamais une infraction parce qu'il n'y a pas un élément matériel. Et, troisième élément de la fusée, il faut une intention de commettre l'infraction, il faut donc un dol pénal, et s'il n'y a pas cette dol pénal, prenez mon exemple, hein, je crois partir avec mon ordinateur et c'est le vôtre que je prends, après vous l'avoir pris, profitant de mon autorité, pour, je ne sais pas, illustrer le cours, donner un exemple ou faire une recherche. Je pars avec, hein, mais je n'ai pas l'intention, hein, sauf à prouver que j'avais l'intention de m'emparer de votre ordinateur et de ne jamais vous le rendre. Hein. Mais si c'est seulement une erreur qui fait que je suis parti avec, eh bien, il n'y aura pas de vol. Hein. Il y a bien un élément légal dans le vol, il y a bien un élément matériel dans mon action qui fait que j'ai emmené chez moi votre ordinateur, mais il n'y avait pas d'intention. Je vous prie de me le croire. Si mon exemple ne restait pas un exemple, si je joignais le geste à l'appareil. Alors, si vous avez bien compris ça, hein, vous avez vu, nous avons vu également que une chose très importante, hein, c'est que le dol, l'intention de commettre un délit, n'est pas la même chose que le mobile. C'est pas la même chose que le mobile. Alors, il faut bien comprendre cette distinction entre l'intention, le dol, et le mobile. Le mobile, c'est le cadre dans lequel vous commettez l'infraction. Je commets l'infraction par esprit de lucre. J'ai besoin d'argent, donc je vais voler. Le cadre, le mobile, c'est aussi, par exemple, la jalousie. J'assassine mon conjoint ou ma petite copine ou mon petit copain parce que je suis jaloux. Voilà le mobile. Je suis jaloux hein, et j'étais convaincu qu'il me trompait ou qu'il se moquait de moi, etc. Voilà. La jalousie, c'est le mobile. Hein. Autre type de mobile que nous allons voir, mais alors là, nous allons voir que c'est plus compliqué parce que c'est une infraction un peu particulière, mais le mobile politique ou le mobile terroriste. Hein. Je commets une infraction, je pille une banque, mais je pille une banque pour
récolter des fonds pour ma cause politique. Hein. Lorsque Staline était jeune révolutionnaire et jeune membre du Parti social-démocrate, futur parti communiste de Russie, eh bien, il s'était fait une réputation, avant que la révolution ne commence, hein, de piller des banques pour la cause. Hein. Il récupérait ainsi de l'argent pour la cause de son parti. Voilà. Donc il pouvait tout à fait dire, hein, mon mobile est politique. Bon, ben, le mobile terroriste, vous voyez bien aussi, hein, c'est souvent une variante du mobile politique. Hein. Je commets des infractions, je fais exploser une bombe quelque part, hein, parce que je pense que même en tuant des gens, eh bien, parce que je pense qu'en tuant des gens, ça provoquera une prise de conscience qui fera avancer la cause. Hein. Vous voyez, ça, ce sont les mobiles. Hein. Mais le mobile se distingue radicalement du dol, c'est-à-dire de l'intention criminelle, parce que l'intention criminelle, c'est seulement la volonté de commettre le fait matériel, qualifié légalement crime, délit ou contravention, hein, c'est la volonté de le commettre en sachant que pour autant, c'est une infraction. Voilà. Donc c'est très très différent du mobile. Hein. J'ai peut-être commis quelque chose pour un mobile politique, hein, mais peu importe que le mobile ait été politique, peu importe que le mobile ait été la jalousie, hein, qui l'un et l'autre peuvent peut-être paraître excusables à certains, hein, il reste que j'ai sciemment, volontairement tué quelqu'un. En sachant bien évidemment que notre droit prohibe le fait de tuer quelqu'un. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai voulu tuer quelqu'un. Hein. Bien sûr, moi, je vais me raconter un cinéma en disant que c'est dans un mobile noble, c'est dans un mobile politique, etc. Hein. Voilà. Principe de l'indifférence au mobile. Alors, il y a quelques exceptions. Hein. Il y a quelques exceptions à ce principe de l'indifférence au mobile. Ben, vous en connaissez un que nous avons étudié déjà, c'est la légitime défense. Hein. D'une façon générale, ce sont les faits justificatifs. J'ai commis une infraction, j'ai effectivement voulu commettre le fait matériel en sachant que ce fait matériel était qualifié crime, délit ou contravention, hein, mais je me suis trouvé dans une certaine circonstance, par exemple la légitime défense, hein, donc un mobile, hein, j'ai tué pour me préserver, hein, qui va excuser l'infraction. Donc vous voyez, en principe, le mobile n'est pas pris en compte, mais il peut l'être parfois dans certaines situations bien spécifiques. C'est le cas des faits justificatifs et en particulier de la légitime défense. Hein, mais ça peut être aussi, dans certains éléments constitutifs de l'infraction, ils comporteront le mobile. Hein. Quelquefois, les éléments constitutifs d'une infraction tels que définis par le code pénal comporteront le mobile. Voilà, donc nous avions vu cela. Nous avions vu également que l'on pouvait, là encore, classer les degrés, opérer une classification des degrés de l'intention criminelle. On avait vu, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est un peu matériel et vous le trouverez facilement dans vos manuels, nous avions vu la distinction dol simple, dol aggravé, dol général, dol spécial, dol déterminé, dol indéterminé, dol éventuel, dol préter intentionnel. Bon, nous avons vu tout ça, je ne reviens pas. Et puis, nous avions abordé, mais ça va aller assez vite, nous avions abordé la question de la faute. Alors, la faute, c'est évidemment le pendant et l'adversaire du dol. Le dol, c'est l'hypothèse dans laquelle il y a une véritable intention de commettre l'infraction. Et ce que les pénalistes appellent la faute, eh bien, c'est l'hypothèse où une infraction, l'hypothèse exceptionnelle, marginale, dans laquelle une infraction sera cependant constituée, bien qu'il n'y ait pas eu la volonté de commettre l'infraction. Bien qu'il n'y ait, pas eu la volonté de commettre l'infraction. Donc c'est une exception. Hein. Le principe général, c'est qu'il faut une intention, il faut un dol. Hein. Mais l'exception, c'est que dans certaines hypothèses, vous vous en doutez, limitativement énumérées, eh bien une simple faute, c'est-à-dire une imprudence, une inattention, une maladresse, une négligence, etc., une simple faute suffira à commettre une infraction, même si vous n'aviez pas la volonté de le faire. Voilà, alors, si l'on veut examiner, évidemment, quelles sont ces exceptions dans lesquelles une simple faute va suffire à commettre l'infraction sans qu'il y ait de dol et sans qu'il y ait d'intention, hein, eh bien, en réalité, il y a deux, s'il faut classifier les choses comme ça, hein, il y a deux hypothèses
dans lesquels ce genre d'infraction exceptionnelle existe. Premièrement, le Code pénal lui-même a prévu des situations dans lesquelles c'était l'imprudence elle-même qui constituait l'intention. Le fait d'avoir sciemment commis une imprudence va constituer une infraction. Alors la matrice de cette hypothèse dans laquelle le Code a prévu des infractions non intentionnelles spécifiques, eh bien, c'est les délits d'homicide et de blessure par imprudence. Bien évidemment, tuer est une infraction, c'est le meurtre. Quelquefois, ce meurtre devient un assassinat lorsque vous avez prémédité votre acte criminel. Ça, c'est bien connu, nous l'avons redit à plusieurs hypothèses. Mais il peut arriver que vous tuiez par imprudence, inattention, etc., sans le vouloir. Voilà. Eh bien, pour des raisons qui se comprennent aisément, compte tenu de l'importance de la prohibition de l'atteinte à la vie d'autrui ou de l'atteinte à la personne d'autrui, eh bien, le Code pénal a pénalisé ces infractions résultant de l'imprudence. Donc, l'homicide involontaire, il est évidemment très important compte tenu de la mécanisation de la vie moderne, l'importance des machines, etc. Et en particulier des machines à rouler, c'est-à-dire des véhicules. Comme le dit le droit, les véhicules terrestres à moteur, qui sont évidemment dangereux, dans lesquels, si vous commettez, si vous avez un moment d'inattention ou d'imprudence, vous savez bien que vous pouvez tuer quelqu'un avec votre véhicule terrestre à moteur. Donc on a prévu effectivement l'homicide par imprudence, donc l'homicide non intentionnel. On a prévu une criminalisation spécifique pour cet homicide, même quand il est commis sans l'intention de donner la mort. Si bien sûr il y a intention de donner la mort, ça devient un meurtre, voire un assassinat. Mais s'il n'y a pas intention de donner la mort, c'est le Code pénal qui dit là quand même, et spécifiquement, il y aura une exception pour toutes les hypothèses dans lesquelles vous donnez la mort sans intention de le donner. Puis par extension, on a prévu également les violences sans intention de blesser quelqu'un, les violences par imprudence, les blessures par imprudence. Voilà, donc première catégorie d'infractions caractérisées par une faute pénale, eh bien, des infractions spécifiques d'homicide et de blessures par imprudence. Voilà, donc ces deux cas très spécifiques qui répondent très largement aux utilisations de véhicules terrestres à moteur. C'est le domaine évidemment essentiel. Mais alors, le Code a prévu également une autre possibilité. Il a prévu en quelque sorte une qualification balai qui permet évidemment d'incriminer toutes les infractions qui ont été commises par maladresse, négligence, imprudence ou inobservation des règlements. C'est la formule qui était traditionnellement utilisée dans le Code pénal. Maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements. Donc cette formule balai est aujourd'hui prévue par l'article 221-6 du Code pénal, qui, comme dans les anciens articles, l'ancien article 319 de l'ancien Code pénal, incrimine encore une fois la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou, disait l'ancien Code, l'inobservation des règlements. Le nouveau Code dit ou s'il y a manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements. Donc, ce sont les lois de 1996 et de 2000 qui ont transformé l'inobservation des règlements en manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements. Vous le comprenez bien, cet article 221-6, c'est en quelque sorte une définition légale d'une infraction balai. Tout comportement qui cause à autrui un dommage, qui est commis avec maladresse, imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, eh bien peut-être, même s'il n'y a pas eu d'intention de le commettre, peut être pénalement incriminé. Alors,
Je vous avais donné un exemple pour vous faire comprendre ça, c'est un exemple un petit peu extrême, c'est ce procès que j'avais jugé en 2009 à Versailles, en appel, dans lequel était poursuivie cette femme qui louait dans des conditions un peu sordides, sans se préoccuper de savoir s'il était 3 ou 4 dans 9 mètres carrés, 3 ou même 2 dans 9 mètres carrés, à des étrangers, en l'espèce, dans le dernier cas, c'était des Polonais, mais l'instruction a établi qu'avant les Polonais, il y a eu des Kazakhs, il y a eu des Coréens, il y a eu des Chinois, etc. Elle a loué évidemment à des étrangers. Bon, l'intention un peu moralement condamnable de cette femme est établie, parce qu'elle louait un logement indécent, c'est-à-dire ne présentant pas les caractères de décence, hein, et elle le louait à des gens de passage, des étrangers qui ne vont pas se plaindre, etc. Donc c'était quand même tout à fait contestable son affaire. Hein. Mais dans notre... le bail, le contrat qu'elle signait avec les gens, si elle en signait un, je ne me souvenais plus, hein, il était évidemment annulable au civil, dans la mesure où le logement qu'elle louait ne présentait pas les caractères de décence qui sont exigés par les lois et règlements. Mais dans notre affaire, c'était hélas beaucoup plus grave, puisque comme je vous l'avais dit, les Polonais, le père et la fille qui habitaient dans cette petite chambre de bonne, empilaient beaucoup d'affaires et de matériel électrique. Hein. Pour des raisons que l'instruction a dû démonter, le feu avait pris dans la télévision que ces Polonais avaient dans la salle, et le feu avait gagné toute la pièce. Quand les pompiers sont arrivés par l'intérieur et qu'ils ont ouvert la porte pour éteindre le feu, il y a eu un phénomène d'appel d'air qui a provoqué une boule de feu qui, dans le couloir étroit des chambres de bonne, a laissé aucune chance aux 5 malheureux jeunes pompiers qui, évidemment, ont été tués sur le coup. Hein. Ils avaient pourtant un respirateur, parce qu'ils ont des appareils comme ça qui leur permettent, lorsqu'ils rentrent dans une ambiance où il y a de la fumée donc toxique, hein, qui leur permettent de respirer. Mais la boule de feu a été évidemment trop forte. Le respirateur, il est fait pour purifier des fumées, etc., et des gaz toxiques, hein, mais pas évidemment d'une boule de feu. Donc ils sont morts instantanément par brûlure totale de leurs poumons, j'allais dire à la première respiration. Ils sont morts instantanément, ils n'ont certainement pas souffert les pauvres, mais ils sont morts. Hein. Et donc il y avait bien homicide. Alors, on ne pouvait pas évidemment utiliser la qualification générique, spécifique d'homicide par imprudence, hein, parce que encore fallait-il déterminer une imprudence particulière de cette dame. Hein. Alors, l'enquête et l'instruction a permis de déceler qu'en réalité, le feu avait pris parce que les plombs, dans la télévision, parce que les plombs n'avaient pas, les plombs entre guillemets, comme on dit, hein, le fusible, n'avait pas fonctionné, n'avait pas disjoncté au moment de la tension électrique dans le téléviseur. Et pourquoi est-ce que les plombs n'avaient pas disjoncté? C'est parce que un des locataires antérieurs, mais ça n'a pas été les Polonais, hein, les Polonais ont dit, ils étaient toujours là, on les avait sous la main, ils ont dit que ce n'était pas eux qui avaient fait cette opération, hein, mais ce sont des locataires antérieurs qui avaient, pour éviter que ça saute tout le temps, parce que évidemment quand vous mettiez 15 appareils sur la prise de courant, bah, évidemment ça disjonctait, pour éviter que ça saute tout le temps, ils avaient transformé les fils de plomb par des fils de cuivre qui ne sautent pas facilement. Et évidemment, ça empêchait que les plombs ne sautent, mais quand il y a eu un incident de tension majeur avec la télévision, eh ben ça a provoqué le feu. Eh bien, on a dit à cette dame que elle était responsable pour manquement, hein, qu'on pouvait pénalement la poursuivre, pour manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par les lois ou les règlements. Or, vous savez qu'il y a une obligation de prudence et de sécurité importante et lourde qui pèse sur les propriétaires bailleurs, qui est de vérifier que le logement est clean. Et ça vaut évidemment au premier chef, mais pas seulement, ça vaut au premier chef pour l'installation électrique. Hein. Vous allez me dire qu'évidemment c'est un peu dur pour un bailleur qui n'est pas électricien de lui dire vous devez veiller que l'installation électrique est conforme, mais bon, c'est un peu obligatoire. Il lui appartient au bailleur de faire venir régulièrement un électricien pour s'assurer que son installation est conforme et ne va pas provoquer quelque chose. Et donc on a condamné cette dame à une peine de principe, à une peine d'emprisonnement avec sursis, mais évidemment, vous voyez là où pour elle c'était très important, c'est que déclarée coupable de l'infraction,
Donc elle s'exposait à l'action civile, l'action en réparation de dommages des héritiers, des victimes pompiers. Et je peux vous dire que ça a fait très mal parce que 5 jeunes pompiers, avec des parents, des frères et sœurs, des petites amies, etc., hein, eh ben, ça a fait à l'arrivée une série de demandes qui ont été accueillies. Hein, et quand vous donnez, même avec une certaine modestie dans la condamnation pour les petites amies, les frères et sœurs, etc., mais quand vous donnez 20 000 euros et qu'il y a 18 frères et sœurs, 5 petites amies, les parents, etc., eh ben, évidemment, ça a fait très cher pour cette femme qui, encore une fois, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais n'était pas très très sympathique. C'était vraiment le prototype de la bourgeoise froide qui semblait n'avoir absolument aucun remords pour ce qui avait été fait. Voilà, donc c'est cette infraction balai en quelque sorte qui permet évidemment de rattraper toutes les imprudences lorsqu'elles paraissent évidemment avoir causé un dommage important que le droit pénal ne peut pas laisser sans conséquence et sans prise en considération. Voilà ce que je voulais vous dire pour que ce soit clair sur l'élément moral, mais ne vous inquiétez pas, nous reparlerons de l'élément moral. Alors, nous abordons maintenant la deuxième sous-partie, ça va aller assez vite, pour aujourd'hui en tout cas, enfin pour cette vidéo aujourd'hui en tout cas, parce que le premier point qu'il faut voir, c'est donc le chapitre 1 de cette deuxième sous-partie sur la classification des infractions. Eh bien, la première chose qu'il faut voir, c'est la question de la classification des infractions. Nous avons consacré beaucoup de temps à voir les éléments constitutifs internes de l'infraction, éléments légal, éléments matériels, éléments moral. Hein. Mais maintenant, comment est-ce que les infractions sont classées? D'abord, est-ce qu'elles sont classées? Ben oui, elles sont classées parce que c'est pas possible de considérer, évidemment, que le fait, par exemple, de garer sa voiture en dehors des places réservées est la même chose que le fait d'assassiner quelqu'un, de le tuer avec préméditation. Donc, nécessairement, il y a une idée de classification des infractions. Alors, comment répond-on à cette nécessité de classer les infractions? Eh bien, nous répondons en France traditionnellement par une summa divisio. Nous avons déjà rencontré cette expression latine que j'aimerais bien que vous connaissiez et que vous utilisiez. Nous avons rencontré cette distinction cardinale, cette division cardinale entre 3 classes d'infractions, les crimes, les délits et les contraventions. Alors, tout de suite, je m'empresse de vous dire pourquoi cette classification ternaire, crime, délit et contravention, qui n'est guère connue qu'en France et dans les pays de tradition juridique française, bien sûr. Comme nous avons beaucoup exporté notre droit, que nous exportons encore beaucoup notre droit, eh bien évidemment, nous avons beaucoup de pays en Europe, par exemple dans les Balkans, au Moyen-Orient, le Liban, la Syrie, en Afrique avec toutes nos anciennes colonies, et en Amérique latine, puisque aujourd'hui la France n'est pas très très brillamment située en Amérique latine, mais à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, jusqu'à la guerre de 14, la France était très importante en Amérique latine, et les élites d'Amérique latine, d'Argentine, etc., du Brésil aussi, étaient souvent de culture française. Voilà. Un exemple, parce que c'était étonnant pour vous de considérer ça, mais à Buenos Aires, dans l'Avenida de Mayo, qui est un peu les Champs-Élysées de Buenos Aires, c'est l'avenue qui mène à la place de Mai, où il y a la cathédrale et le palais présidentiel, eh bien, il y a une librairie qui ne vend que des vieux ouvrages français. Mais il y en a des milliers de vieux ouvrages dans les rayonnages, que des vieux ouvrages français, alors de littérature, de droit, d'histoire, etc. Vous trouvez absolument de tout. Pour un Français qui va à Buenos Aires, c'est vraiment très très amusant d'aller voir cette librairie, et ça vous signale évidemment l'influence culturelle de la France dans ces pays d'Amérique latine. Alors, nous avons donc exporté notre classification ternaire dans beaucoup de pays, mais il y a beaucoup de pays qui n'ont pas cédé aux sirènes du droit français et qui ont retenu une classification binaire, une classification entre les crimes et les délits. Les crimes sont les infractions les plus graves dans cette classification, et les délits sont toutes les autres infractions qui ne sont pas considérées comme les plus graves, avec donc un régime particulier plus sévère, un régime procédural et un régime de sanctions
plus sévères. Voilà. La plupart des pays, à la vérité, utilisent une classification binaire avec la distinction entre les délits et les crimes. Nous, en France, et donc dans un certain nombre de pays qui nous ont suivis, nous avons cette classification ternaire, crime, délit et contravention. Voilà. Vous allez me dire pourquoi on a fait cette classification. Vous allez peut-être vous taper la tête contre les murs quand je vais vous le dire. Eh bien, c'est tout simplement parce que ça résulte du système judiciaire de l'ancienne France. Les gens qui ont rédigé le premier code pénal, celui de la Révolution, le premier code pénal, qui est le premier code à utiliser cette distinction tripartite, eh bien, ils se sont appuyés sur les niveaux de juridiction qui existaient sur l'Ancien Régime. Et ils ont dit, puisque nous avons 3 niveaux de juridiction, eh bien, nous aurons 3 niveaux d'infraction, et il y aura un niveau d'infraction pour chaque niveau de juridiction. Voilà. C'est ainsi que le code pénal de la Révolution et plus tard, un peu plus tard, le code pénal de Napoléon, jusqu'à nous ont apporté une distinction tripartite entre crime, délit et contravention. Voilà, premier point pour éclairer. Mais encore une fois, si vous allez à l'étranger et que vous dites ça, crime, délit et contravention, il arrivera que vous rencontrerez des gens qui vous diront « Mais expliquez-moi quelle est la différence entre les contraventions et les délits, parce que je ne comprends pas bien. Nous n'avons pas cette distinction-là chez nous. » Voilà, donc, vous expliquerez évidemment. Mais une fois qu'on a compris les raisons historiques un peu bizarres qui ont conduit la France à adopter une classification ternaire des infractions, eh ben, il faut regarder comment elle définit chaque infraction. Qu'est-ce qu'une infraction? Pardon, qu'est-ce qu'un crime? Qu'est-ce qu'un délit? Et qu'est-ce qu'une contravention? Eh bien, si vous preniez l'ancien code pénal, vous aviez une définition qui vous était donnée par l'ancien code pénal qui pouvait paraître curieuse. L'ancien code pénal disait que sont des crimes les infractions punies de peines criminelles, sont des délits les infractions punies de peines délictuelles, sont des contraventions des infractions punies de peines contraventionnelles. Alors, c'est un peu curieux parce que c'est une définition qui ressemble un peu au serpent qui se mord la queue. Parce que qu'est-ce qu'une peine criminelle, justement? Ça renvoie à une autre définition, mais une peine criminelle, c'est aussi une peine qui colle à un crime. Donc vous voyez, cette définition de l'ancien code pénal n'était pas très très claire. Le nouveau code pénal a essayé de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, de redresser cette définition insatisfaisante de l'ancien code pénal, et il dit maintenant que les infractions sont classées en fonction de leur gravité, entre crime, délit et contravention. Voilà, donc c'est plus logique maintenant aujourd'hui. Le critère pour distinguer ces 3 catégories d'infractions, c'est la gravité. Donc vous pouvez dire à coup sûr que quand une infraction est classée crime, c'est qu'elle est très grave. Quand elle est classée délit, c'est qu'elle est moins grave, tout en étant quand même sérieuse. Et quand elle est classée contravention, c'est qu'elle est légère, l'infraction. Voilà. Bien sûr, cette définition ne va pas quand même exactement jusqu'au bout. Et finalement, ça laisse un peu la place à la notion de peine. C'est bien par la peine encourue qu'est ainsi révélée la gravité qu'on attache à une infraction. C'est parce que le crime est puni de la réclusion criminelle, pour une durée plus longue, c'est bien parce qu'il est puni d'une réclusion criminelle qu'on peut vérifier qu'une infraction est grave et donc peut être classée dans les crimes. Donc, la modification qui a été opérée par le Code pénal de 1994, c'est une modification à minima. C'est pour corriger la rédaction serpent qui se mord la queue de l'ancien Code pénal, mais bien sûr, c'est toujours les peines qui vont nous permettre de vérifier quelle est la gravité qu'on attache à une infraction et donc sa classification. Donc vous vous poserez toujours la question de savoir ce que sont les peines criminelles, ce que sont les peines correctionnelles, délictuelles, et ce que sont les peines contraventionnelles, nous le redirons tout à l'heure. Alors, justement, une des opérations essentielles qui sont impliquées par cette classification des infractions, classification selon la gravité, eh bien, ça va être la détermination d'une échelle des peines.
puisque les infractions sont classées selon leur gravité en 3 catégories, vous allez donc devoir définir une échelle des peines. Vous allez donc devoir définir une échelle des peines graves applicable au crime, une échelle des peines moins graves applicable au délit, et puis une échelle des peines pas graves applicable aux contraventions. Donc ça, c'est une opération très très importante pour le pénaliste, celui qui rédige le code pénal, c'est de définir une échelle des peines, et une échelle des peines qui soit évidemment cohérente. Il faut donc que l'on lise, qu'il y ait une lisibilité de votre échelle des peines dans la classification, parce que c'est ça qui permettra de dire les choses. Alors c'est très très important pour les rédacteurs d'un code pénal de définir une échelle des peines qui soit cohérente. Par exemple, dans la mesure où on considère que le fait de tuer quelqu'un avec préméditation est plus grave, assassinat, que le fait de tuer quelqu'un sans préméditation, meurtre, eh bien il faut que ce jugement de valeur sur la gravité se retrouve dans les peines que vous allez définir. Bien évidemment, il faut que l'assassinat soit puni plus cher que le simple meurtre. Vous allez me dire que c'est évident. Mais là où ça se complique, c'est lorsqu'on prend en compte toutes les circonstances aggravantes. Par exemple, le meurtre. Mais le meurtre commis sur un ascendant ou sur un descendant. C'est plus grave, c'est une circonstance aggravante, c'est plus grave que le meurtre commis sur un étranger. Quand vous avez sciemment, puisque c'est une infraction intentionnelle, quand vous avez sciemment décidé de tuer votre enfant ou votre père, avec la volonté de le faire, mais peut-être sans préméditation, emporté par la dispute que vous avez eue avec lui, eh bien, il faut qu'on retrouve cela dans l'échelle des peines. Donc le meurtre d'un ascendant ou d'un descendant doit être puni plus cher que le simple meurtre, mais moins cher qu'un assassinat qui implique la préméditation. Vous voyez, c'est une opération assez difficile à faire et il faut être cohérent pour faire ça. Voilà. Donc cette classification très très importante, bien sûr. Alors, deuxième section maintenant, après avoir souligné les difficultés d'application qu'il peut y avoir, la construction d'une véritable échelle des peines, eh bien, quel est l'intérêt de cette distinction entre crime, délit et contravention? Eh bien, il y a plusieurs intérêts. La classification entre crime, délit et contravention va avoir plusieurs conséquences. Alors, j'énumère assez rapidement les différents intérêts de la distinction. Premier intérêt de la distinction, la classification des infractions aura une conséquence sur la compétence, c'est-à-dire sur la juridiction qui sera compétente. Vous le savez déjà, mais c'est là où il faut le noter parce que c'est là où ça se comprend. Les 3 catégories d'infractions sont réparties entre 3 niveaux de juridiction. C'est l'héritage du Code pénal de 1791, d'ailleurs. Mais nous avons encore aujourd'hui les crimes qui sont de la compétence de la cour d'assises, à titre expérimental également du tribunal criminel départemental. Nous verrons cela, c'est surtout en procédure pénale que nous le verrons, mais depuis quelque temps, pour éviter la grosse artillerie de la cour d'assises, on a permis expérimentalement que certains crimes soient jugés par un tribunal criminel qui ne sera plus composé de jurés citoyens tirés au sort, mais qui sera composé de magistrats professionnels. Bon, c'est expérimental, mais il y a de fortes chances que ça va rester. Mais de toute façon, lorsque vous avez un crime, c'est de la compétence ou de la cour d'assises, ou, expérimentalement pour l'instant, du tribunal criminel départemental. Lorsque vous avez un délit, c'est de la compétence du tribunal correctionnel. Et lorsque vous avez une contravention, c'est de la compétence du tribunal de police. Donc vous voyez, le premier intérêt de la classification, c'est de savoir quelle va être la juridiction compétente, et c'est pas rien comme conséquence. Le deuxième intérêt de la distinction, c'est la nature des peines encourues. Alors, je pourrais en parler longuement, ça, parce que c'est assez important, mais je vais vous résumer ça en 2 mots. Eh bien, lorsque vous avez commis un crime, le crime encourt des peines criminelles. Et quelles sont les peines criminelles? Eh bien, c'est d'abord et surtout une peine d'emprisonnement, mais cette peine d'emprisonnement s'appelle, quand elle s'applique à une infraction criminelle, à un crime, cette peine d'emprisonnement s'appelle la réclusion criminelle. Et ça a des conséquences dans le quotidien des détenus parce qu'une peine de réclusion criminelle
ne s'exécute pas de la même façon qu'une peine d'emprisonnement délictuel. Le régime d'exécution de la peine, le régime carcéral, n'est pas le même pour des gens qui ont été condamnés à la réclusion criminelle et pour des gens qui ont été condamnés à de l'emprisonnement. Bien sûr, il y a aussi des amendes en matière criminelle, mais la peine vedette, en quelque sorte, c'est la réclusion criminelle. C'est de la prison, mais ça s'appelle réclusion criminelle et avec un régime particulier. Alors bien sûr, si vous commettez un délit, eh bien vous encourrez essentiellement deux choses, soit une peine d'emprisonnement, alors qui est plafonnée évidemment, maintenant on monte assez haut puisqu'on monte jusqu'à 20 ans, mais ça reste un emprisonnement avec un régime qui ne sera pas criminel, un régime qui sera délictuel, et puis une peine d'amende évidemment. Et puis si vous commettez une contravention, eh bien depuis une décision du Conseil constitutionnel et le nouveau code pénal, les peines contraventionnelles ne peuvent plus jamais être des peines d'emprisonnement. Donc vous aurez essentiellement une peine d'amende, mais également toute une série d'autres peines que nous ne verrons pas, puisque nous ne verrons pas la peine, nous n'avons pas le temps, mais c'est là-dedans qu'il faudrait le voir. Donc voilà, premier intérêt de la distinction. Troisième intérêt de la distinction, la procédure. La procédure. La procédure suivie ne sera pas la même. Devant la cour d'assises, vous avez une procédure criminelle avec des règles très très précises, l'oralité des débats, le fait que la cour d'assises est composée de jurés citoyens au sort, voilà. Donc vous avez une procédure particulière. Si vous commettez un crime, il y aura obligatoirement un juge d'instruction qui instruira votre méfait. Donc, vous verrez ça en procédure pénale, mais il y a une procédure criminelle distincte de la procédure délictuelle. Quatrième intérêt de la distinction, la prescription. Nous l'avons déjà vu. La prescription des crimes n'est pas la même que la prescription des délits et pas la même que la prescription des contraventions. À la fois pour la prescription de l'action publique, c'est-à-dire le temps au-delà duquel, si aucune poursuite n'a été engagée, on ne peut plus poursuivre, ou pour la prescription de la peine. Si, ayant été condamné, on n'a pas pu exécuter la peine, eh bien, vous serez à ce moment-là libéré de l'exécution de cette peine si le temps s'est passé comme cela. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des conséquences très très importantes dans ce domaine-là. Alors, dernière conséquence importante, eh bien, ça touche à cette fois-ci au droit pénal général, eh bien, le régime de la tentative. La tentative est toujours punissable en matière criminelle. Chaque fois que vous avez tenté de commettre une infraction criminelle, eh bien, la tentative sera toujours punissable, même si vous n'êtes pas allé au bout de votre affaire. Tandis qu'en matière délictuelle, eh bien, la tentative ne sera punissable que si le droit le permet. Et en matière contraventionnelle, eh bien, la tentative ne sera en principe pas punissable. Voilà. Donc vous voyez que la distinction, elle présente quand même beaucoup d'intérêt. Donc je crois que je vous ai dit ce qui était essentiel sur cette Summa Divisio. Donc je vais arrêter là cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop lourde et que je n'ai pas trop de difficultés pour la chercher. Et dans la vidéo suivante, nous verrons les autres divisions de l'infraction. Je l'ai déjà annoncé, ce sont les infractions de droit commun, politique, militaire, terroriste, fiscale et douanière. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Voilà.